Mesdames, Messieurs, je réclame votre complicité pour faire en sorte que nous tenions une conférence et non un meeting. Je voudrais, par mes premiers mots, remercier les maîtres, femmes et hommes, nos chers professeurs, qui sont les transmetteurs de savoir, à qui vous devrez, jeunes gens, d'une manière ou d'une autre, votre futur. Merci aux autorités, merci aux enseignants, merci au personnel technique qui ont rendu possible cette rencontre et qu'il me soit permis de dire merci à Ousmane Sonko pour avoir voulu cette conférence. Attendez, le meilleur est à venir. Et à vous aussi, monsieur le recteur, car, voyez-vous, j'ai ici à Dakar une liberté de parole qui me vaudrait peut-être d'être poursuivi pour apologie du terrorisme dans mon pays. Et je ne manquerai pas de mentionner dans ma biographie qu'il m'a été plus facile de m'exprimer à Casablanca, à Kinshasa, à Dakar, que ce fut le cas à Bordeaux, à Rennes ou à Lille, où on m'interdit de parler. Alors, mes premiers mots seront pour confirmer les raisons pour lesquelles tant de gens préféreraient que je me taise. J'affirme ici à Dakar avec cette jeunesse que la jeunesse du monde entier est solidaire des Palestiniens massacrés à Gaza. Et pas un instant leur martyre n'échappe à nos consciences. Et le Sénégal peut être fier d'avoir été le premier à donner un passeport diplomatique à Yasser Arafat et à ouvrir ici une ambassade de la Palestine et à reconnaître l'État de Palestine en 1987. J'en viens maintenant, si vous le voulez bien, à l'objet de mon propos. Bien sûr, l'événement que nous vivons ensemble est exceptionnel pour moi comme être humain. Il est exceptionnel aussi comme intellectuel. On vous a dit que je suis l'auteur de quelques livres, mais je suis un des vôtres, étant non seulement diplômé de l'université française, mais, je peux le dire, en apprentissage permanent. Mais je ne perds pas de vue que ce qui est singulier à cet instant, non pas seulement l'instant où je vous rencontre, vous, dans cette salle, et où je parle aussi à ceux qui sont dehors et que je salue très amicalement, je sais que c'est un moment politique particulier. Et je veux vous en parler pour que, dans la ferveur du moment qui est partagé, on ne perde pas de vue ce qui est en cause, ce qui est en train de se faire. Le moment est historique parce que le Sénégal a ouvert par l'action de son peuple une voie particulière qui est celle de la révolution citoyenne, s'achevant après une résistance populaire payée de morts et de martyrs par une victoire électorale. C'est-à-dire par un processus que nul ne peut contester puisqu'il exprime sous sa forme la plus pure et la plus nette la volonté et la souveraineté du peuple sénégalais. Mais il faudra alors, vous autres tous qui pensez au destin de votre patrie, que vous vous rappeliez à chaque instant que vous êtes composante de l'humanité universelle et composante des Afriques dans leur diversité, car ce que l'on vit au Sénégal, je veux le situer, après la grande vague qui partit dans les Amériques, et en particulier dans celle du Sud, en protestation aux politiques de destruction des sociétés par le néolibéralisme. Cet élan a passé l'Atlantique, est venu sur le Maghreb à l'occasion de ce qu'on a appelé bien improprement des révolutions arabes, car elles n'avaient rien d'arabe, elles avaient tout du contenu de l'humanité universelle, réclamant les droits simples et élémentaires des êtres humains, pouvoir vivre dignement, pouvoir se loger, pouvoir se nourrir,
pouvoir éduquer ses enfants, pouvoir soigner ses anciens. Et dans les deux cas, la vague, à un moment ou à un autre, a été stoppée. Et c'est à cela que vous devez méditer, vous les jeunes qui êtes l'aile marchande de la révolution citoyenne sénégalaise. Et on a vu ensuite, dans toute l'Afrique au sud du Sahara, des mouvements divers de mobilisation populaire de masse, comme ceux qu'on a d'abord connus au Mali, puis également au Burkina Faso, et ma pensée ne se sépare pas du ballet citoyen et des forces de la résistance populaire qui s'exprimaient au Mali, dans l'un et l'autre cas, avant des coups d'État qu'il faut placer dans leur contexte pour les comprendre complètement. Alors, au Sénégal se produit le signal qui était attendu, et notamment par ceux qui, comme moi, sont des théoriciens de la révolution citoyenne. Nous avions besoin, pour notre propre combat, pour le déploiement à échelle universelle de ce que nous entreprenons, nous avions besoin d'une révolution populaire qui a comme moyen l'action citoyenne et comme finalité la citoyenneté, qui s'achève par une victoire électorale. À présent, vous voici rendus au seuil de problèmes très complexes à régler. Bien sûr, ce n'est pas à moi de dire ce qu'il y a lieu de faire. J'ai retenu, naguère d'une présence observée dans ce même lieu, l'art inutile de donner des leçons. Et comme vous, j'avais été sidéré qu'un représentant de mon pays se demande si l'être africain était entré dans l'histoire au moment où peut-être lui allait en sortir. Et pas seulement lui politiquement, mais lui dans le sens de ce qu'il exprime. Et que même, on se met là de faire des leçons à la démographie africaine au moment où les Européens feraient mieux de se préoccuper des causes pour lesquelles ils sont aujourd'hui, dans cette génération, en deçà du seuil de reproduction de la société. Bref, que l'Europe va vieillissante avec à peine 25% de sa population de moins de 20 ans, tandis que chez vous, elle est de 50%. Alors l'observateur le plus superficiel, qui connaît le moins de choses sur la vie, c'est au moins une chose, c'est que le futur s'écrit dans la jeunesse. Et bien sûr avec l'aide des conseils des plus anciens, mais s'écrit dans la jeunesse. Si bien que la jeunesse du monde est donc sa dynamique. Et pour nous, Français, quelque chose d'assez particulier. Non, non, ne vous inquiétez pas, j'ai plus de métier que vous, jeune homme, dans cette archive. Donc, disais-je, et pour nous, Français, cela résonne d'une manière particulière, puisque nous avons en commun une langue commune. Et cette langue commune, il est temps de la libérer, elle aussi, par l'action d'une révolution citoyenne, de tous ceux qui auraient voulu en faire un instrument de pouvoir ou d'influence, alors quel est le moyen d'un autre objectif? Une créolisation intense de nos cultures, de nos mœurs, de leur manière d'examiner ce qu'il y a lieu de faire. La langue commune appartient à ceux qui la parlent, et ceux qui la parlent les plus nombreux, c'est vous. Dès lors, parlant à ce moment, je sais que je vais être écouté, bien sûr, puisque c'est retransmis en France. Je sais qu'on va entendre ce que nous dira Ousmane Sonko d'une manière d'autant plus attentive qu'on sait très bien ce qui se joue ici. Et dès lors, la responsabilité intellectuelle qui est la sienne, à la tête du PASTEF, le mouvement qui, en quelque sorte, exprime la révolution sénégalaise. Et je dis que les regards sont tournés vers vous. Je vous parle en ami, je vous parle en frère. C'est la première fois qu'à l'occasion d'un de mes déplacements, des gens dans la rue à Paris m'interrompent pour me dire « Alors, vous allez voir Sonko ?» Je n'ai jamais vu ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas les Parisiens, c'est les Africains qui vous regardent. Et notre devoir, à vous, les plus jeunes, aux autorités et à nous, qui sommes
vos amis et vos partenaires, est un devoir de dignité dans l'action et dans sa conduite, de manière à ce que nous soyons un encouragement à l'action des autres, et non des repoussoirs parce que nous commettrions l'erreur de jugement hâtif, d'impatience qui ne se maîtriserait pas, ou bien de regarder le pouvoir en attendant qu'Ousmane Sonko règle tout, alors que bien sûr il va tout régler, mais seulement si vous vous y mettez. Je veux aussi dire, pensant à mes compatriotes et à ceux qui m'écoutent dans le monde, quiconque cherche à rompre le cordon ombilical qui unit chaque être humain à l'Afrique s'interdit de comprendre l'histoire, car l'histoire a commencé, s'est déroulée, a continué et rebondit aujourd'hui avec cette révolution en Afrique. D'abord, parce que les premières mondialisations sont celles qui ont résulté des migrations humaines. Les êtres humains sont toujours partagés entre le désir de rester pour vivre mieux et celui de partir pour trouver mieux. Mais ces départs, qui ont été un fléau pour les sociétés de départ, ont été un bienfait pour la communauté humaine et les sociétés d'accueil. Pourquoi? Parce qu'elles ont toujours été l'occasion d'apprendre. Et comme l'être humain n'appartient à aucun biotope particulier, sinon à l'écosystème global, l'être humain s'est donc enrichi de toutes ces expériences que la migration a permis de proposer ensuite à l'humanité tout entière. Il faut le comprendre pour comprendre le processus profond qui unit les premiers royaumes, qui unit la situation de l'Antiquité, par exemple soudanaise, avec celle de l'Égypte, puis ensuite avec celle de Sumer, et ainsi de suite. Ce lien, il faut le comprendre et le comprendre dans sa réalité concrète. Il existe à travers les êtres humains qui échangent, qui partagent, qui se créolisent. Je n'ai pas dit qu'ils se métissent, je dis qu'ils se créolisent, c'est-à-dire suivant une invention des Africains eux-mêmes, déportés en esclavage, qui inventèrent la pratique de créer une langue, le créole, différente suivant les îles. Pourquoi faire? Pour pouvoir rester en humanité, c'est-à-dire pour pouvoir continuer à échanger avec les autres. Et non seulement échanger des idées et des mots d'amour, des mots de haine, mais aussi chanter, mais aussi faire le maloya de la Réunion, faire le tambour groka des Antilles, et ainsi de suite. Cette fécondation de l'humanité, par sa migration et par sa créolisation, sont précisément les deux vertus fondamentales de notre espèce qu'aujourd'hui des courants que je ne peux pas qualifier de conservateurs, car il en est parmi les conservateurs de respectables, mais que je qualifierais tout simplement de racistes et d'ethnicistes, qui, en méprisant les uns ou les autres, privent l'humanité de ces mélanges et d'abord leur propre peuple. Mesdames, Messieurs, après ce point en vient un autre. L'esclavage, puis la colonisation ont été infligés à l'Afrique comme la base sur laquelle ce qu'ils appelaient le doux commerce est devenu l'accumulation capitaliste primaire qui a permis ensuite de déverser ces capitaux et de faire naître le capitalisme lui-même en tant que mode de production dominant. S'il n'y avait pas eu l'esclavage, s'il n'y avait pas eu l'incroyable violence de l'esclavage, s'il n'y avait pas eu le crime contre l'humanité pendant 3 siècles de l'esclavage, dont je m'honore de vous dire que c'est à un insoumis que vous devez que le Parlement européen ait voté la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Cet homme s'appelle Younous Omarjee, et son nom, je crois, est à lui seul un récit. Donc, disais-je, cette accumulation a permis ensuite que ces capitaux produisent la modification des villes et ainsi de suite, jusqu'au point où le capitalisme étant devenu le mode de production dominant, il a bien sûr une histoire, il a changé à plusieurs reprises. Et à quoi bon répéter les catéchismes du siècle précédent? Mettons-nous à l'heure et comprenons que lorsqu'il a commencé à muter pour de bon, eh bien c'est en Afrique qu'il a fait ses expériences les plus pitoyables, je veux dire les politiques d'ajustement structurel, qui ont ruiné des États à peine naissants et qui ont ensuite propagé à la planète entière les méthodes qui avaient été expérimentées si brutalement
sur les peuples d'Afrique. Par conséquent, il n'est pas une étape dans laquelle vous n'ayez été directement impliqué en première ligne de ce qui se passait dans l'histoire qui ensuite s'est répandue. C'est pourquoi je forme le vœu, à l'inverse, qu'au moment où vous entreprenez, vous autres Sénégalais, cette révolution citoyenne, elle ait la même capacité de propagation du bonheur qu'hier il y eut la capacité de propagation du malheur. Voilà ce que je vous souhaite, mais ce sera seulement pour dire que si vous vous êtes trouvé dans cette situation, vous voici de nouveau, mais vous ne le savez pas toujours, à l'avant-pointe du phénomène humain tel qu'il est en 2024. Et pour une raison qui ne doit rien à l'idéologie et qui doit tout aux faits. Quels sont les faits majeurs de notre temps? Le premier de celui-ci est le nombre des êtres humains. Comprenez que les Européens s'en inquiètent, et aussi les Nord-Américains. Le nombre des êtres humains, parce qu'il aura fallu 300 000 ans pour atteindre le premier milliard d'êtres humains. Il n'aura fallu que 100 ans pour atteindre le deuxième. Et dans ma génération, on a connu 2 doublements de la population mondiale, ce que je ne vous souhaite pas, car sinon ça vous amènerait à 32 milliards d'êtres humains. Nous sommes dorénavant 8 milliards. Et à la fin du siècle, nous serons sans doute 11 milliards. Dans le même temps, le continent que l'on nommait le continent vide, l'Afrique, sera en 2100, avec 4 milliards 500 millions d'habitants, quasiment à la moitié du total de la population humaine. Par conséquent, je vous demande d'y réfléchir comme intellectuels que vous êtes, femmes et hommes. L'essentiel du défi que portera l'humanité résultant du phénomène humain de propagation de l'humanité sera sur vos épaules. Vous êtes la première génération, n'applaudissez pas, la nouvelle n'est pas si fameuse. Vous êtes la première génération qui doit répondre à un défi dont l'enjeu est l'existence même de l'espèce humaine. C'est-à-dire, qu'allez-vous faire pour inventer un mode de production qui ne soit plus celui dans lequel nous vivons? Si tout le monde vivait comme des Sénégalais, il suffirait d'une planète pour y vivre. Mais si tout le monde vivait comme un Français, il en faut 5. Si tout le monde vivait comme un Nord-Américain, il en faut 20. Or, cela n'existe pas. Vous êtes donc au pied du mur de cette invention parce que c'est vous qui devrez le régler. Je ne dis pas ça pour flatter, encourager ou je ne sais quoi. C'est un fait. Et le nombre, mesdames, messieurs, a un résultat immédiat. C'est que l'humanité, celle de vos pères et grands-pères, plutôt vos grands-pères, était une humanité rurale, essentiellement, et peu urbaine. Depuis 2008, il vit plus d'êtres humains en ville qu'à la campagne. Et au Sénégal, c'est depuis 2022 que cette transition s'est faite. Si ce sont les villes, alors, sans que j'aie besoin de vous en dire davantage, là encore, si la dynamique est sur ce continent, le résultat s'y trouve aussi, ainsi que son résultat politique. La ville produit des relations politiques particulières. L'homo urbanus n'est pas le même citoyen que celui qui vit dans des communautés humaines éparpillées. Mais quelle vigueur, mais quelle force, quel élan incroyable, pas seulement à Dakar, du fait de sa population depuis 10 ans, mais je me trouvais il y a peu à Kinshasa, qui comptait 1000 habitants en 1920 et qui en compte 17 millions aujourd'hui, et qui voit sa population totale doubler tous les 5 ans. Et je m'interrogeais comme ancien élu local, en quoi consiste le fait de gérer une ville dont la population double à une telle cadence? Est-ce qu'il faut poser dans la dernière rue un bulldozer pour commencer à construire tout de suite la rue suivante, etc. Je ne sais pas comment on répond. Revoilà le défi pour les urbanistes et le défi auquel vous devrez répondre maintenant et auquel vous avez commencé à répondre, si j'ai bien compris, puisque d'ores et déjà vous avez pris des dispositions d'aménagement du territoire pour éviter une urbanisation folle qui aboutirait au résultat inverse de ceux qui la veulent, c'est-à-dire vivre moins bien. Si donc vous avez le nombre, si donc vous avez les villes, alors vous avez la conséquence de tout ça. Pour produire et reproduire votre existence matérielle, vous avez besoin des réseaux collectifs, le réseau de l'eau, le réseau de l'électricité, le réseau des égouts, le réseau de l'alimentation. Et la propriété de ces réseaux, tantôt publics, tantôt privés, change complètement la condition de ceux qui peuvent ou ne peuvent pas y accéder. Je pense par exemple au réseau de santé. Dès lors,
la nouveauté de la situation, nombreuse, urbaine, dépendant des réseaux, fait surgir un nouvel acteur social. Ce n'est pas le prolétariat, ça l'inclut, mais ce n'est pas que le prolétariat, c'est le peuple. Et le peuple, c'est ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui étudient, ceux qui sont à la retraite, ceux qui ne peuvent pas travailler, etc., etc. Et c'est un acteur politique dont l'existence dépend du mode de relation qu'il a avec les réseaux. Vous croyez que nous ne l'avons pas examiné, à qui vous vous en êtes pris au cours de ce que d'aucuns appellent des émeutes et que nous appelons, nous, des révoltes? Nous avons bien vu quels sont les réseaux que vous avez mis en cause, parce que ce sont des réseaux impériaux, souvent, et parfois liés à ma patrie. On a bien vu que l'eau est l'affaire de Suez pour 40%. On a bien vu Orange. On a bien vu, etc., etc., etc. Je ne veux pas faire de mauvaise réputation à mes compatriotes, mais si la masse des Sénégalais s'est tournée de ce côté-là pour manifester sa protestation, c'est qu'elle exprimait de cette manière à quel point les réseaux sont les dénominateurs communs du peuple et l'enjeu de la vie du peuple. Tout est dans cette affaire. Et c'est partant de là que, puisque c'est ça l'avant-pointe du phénomène humain aujourd'hui, vous vous trouvez à l'avant-pointe du phénomène politique qui se déduit de cette situation matérielle et des conditions sociales d'existence de ceux qui en dépendent, c'est-à-dire la révolution citoyenne. N'allez pas croire que nous disons révolution citoyenne parce que nous aurions peur de dire révolution socialiste. La révolution citoyenne est autre chose. Elle n'est pas réalisée par des partis d'avant-garde, elle est réalisée par le peuple lui-même, qui se sert des instruments politiques qu'il a à sa portée, le plus souvent son auto-organisation, comme ce fut le cas pour vous, soit dans des ronds-points, comme ce fut le cas pour nous, soit dans des boucles WhatsApp, comme ce fut le cas souvent pour vous et pour nous. Bref, une auto-organisation populaire portant la mobilisation qui, dès lors, devient insaisissable aux puissants. Et la révolution citoyenne, oui, est une révolution, parce que son objet est le contrôle populaire, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple est l'objet de la révolution sénégalaise. J'en ai eu la confirmation en discutant avec Ousmane Sonko. La souveraineté ne peut se détacher de la question de l'indépendance, car on n'est pas souverain quand on n'est pas indépendant. Et l'indépendance, ce n'est pas un statut seulement géopolitique, c'est un statut concret qui signifie rompre les dépendances, devenir autant qu'on le peut, chaque fois qu'on le peut, autosuffisant pour soulager l'humanité universelle du grand déménagement permanent des marchandises auquel elle se livre aujourd'hui, et pour permettre qu'à tout moment soient sécurisés les approvisionnements qui se sont rompus, vous l'avez vu, pendant la crise du Covid. Si bien que tous ceux qui nous prenaient la mondialisation comme le sommet de ce que l'expérience humaine pouvait être, en oubliant de dire que leur mondialisation, c'est une nouvelle organisation du travail international reposant sur un seul et unique avantage comparatif. Qui on peut moins payer ou on peut mieux saccager sans payer. C'est-à-dire une irresponsabilité sociale et environnementale qui est une des questions majeures de notre temps pour ce qui est du contrôle politique. Donc, si souveraineté et indépendance vont ensemble, chacun comprend que la liberté va avec. Et que son enjeu, la liberté, est le contrôle populaire. C'est pourquoi cette révolution est dite citoyenne, puisque son moyen est citoyen, les citoyens, et son objectif est la citoyenneté. Ensuite, quel programme sera appliqué? C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir. Mais aucun pouvoir issu d'une révolution citoyenne ne peut, et souvent ne veut, échapper à l'injonction qu'il a reçue des masses, permettre cet autocontrôle. Mais surtout, l'implication. C'est pourquoi je partage avec le PASTEF une idée fondamentale de l'action politique. Elle doit être inclusive. Elle ne doit pas être de surplomb. Elle n'est pas une injonction que les dirigeants font aux masses. Elle est une osmose. Et pour mieux dire, une symbiose, une complémentarité des niveaux d'action. Si cette complémentarité se rompt, alors le pacte politique lui-même se rompt. Toute la question posée. Et donc pour nous tous, et d'abord pour nous qui théorisons, quelle sera, dans les processus qui vont venir, la place de l'initiative populaire. Ce n'est pas une question simple à régler. Il ne suffit pas de dire « y a qu'à, faut qu'on, on voudrait que », et réclamer comme si on était au pied d'un arbre de Noël. Il s'agit de s'impliquer, d'intervenir et de trouver les formes qui
qui permettent de rendre cette insertion inclusive pour la patrie tout entière. Voilà pourquoi j'approuve et je trouve marquant pour nous que le PASTEF se dise parti patriote. Car voyez-vous, l'idée de nation est née dans mon pays. Mais à l'époque, elle voulait dire non au royaume. Elle voulait dire le peuple. Et le mot a été récupéré. Si bien qu'à la fin, la nation est devenue le prétexte à la barbarie. Elle a donné le nationalisme. Mais le patriotisme, ce n'est pas le nationalisme. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et en cela, les deux concepts, aujourd'hui, s'opposent. Mais c'est évidemment le statut de citoyen qui règle tout. À partir de là, si vous êtes dans une révolution citoyenne, et vous êtes dans une révolution citoyenne, alors il s'agit de déployer, je ne vais parler que de la partie la plus simple pour moi, puisque je suis français, c'est-à-dire que je ne suis pas sénégalais, à moins que vous décidiez de me donner une carte d'identité. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je crois que vous n'avez pas besoin de moi pour trouver des bonnes idées. En tout cas, on peut les partager. Si indépendance, souveraineté et liberté sont liés avec la citoyenneté, alors il faut que dans l'arène internationale, on voit surgir une nouvelle politique. Une politique réellement non alignée. Et une politique réellement non alignée, ça ne veut pas dire être neutre. Ça ne veut pas dire « je ne m'occupe pas de ce que vous faites ». C'est l'inverse. Ça veut dire « je me mêle de tout », mais sur la base des mêmes principes tout le temps, c'est-à-dire le contraire de ce que font les Européens et les États-Unis d'Amérique, qui font des leçons à la terre entière sur les droits de l'homme, la démocratie et le reste, et qui ensuite se dépêchent de regarder ailleurs pendant qu'on massacre des milliers de gens dans une région du monde comme jamais on ne l'a fait depuis les génocides précédents. Ne perdons pas de vue qu'il en faut les moyens intellectuels. Et le premier des moyens intellectuels est de rompre avec l'idéologie qui a pourri toute la fin du XXe siècle. Cette idéologie, les Allemands lui ont donné un nom. Ça s'appelle l'ordolibéralisme. En gros, ça veut dire la politique ne se mêle pas d'économie. Car l'économie ferait l'objet d'une autorégulation spontanée par la main invisible du marché qui réglerait tout. Tant et si bien que les politiques de tous les États ont consisté pour l'essentiel à défaire toutes les règles. Et que tous les libéraux qui ont été au pouvoir sur un programme libéral dont ils se sont réclamés, à commencer par le prédécesseur, ici même, dans ce pays, tous les libéraux qui n'avaient que le mot liberté à la bouche ont tous fini comme des brutes, comme des gens qui persécutaient leur propre peuple. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent que le marché s'exprime spontanément passent leur vie à déréguler, et que la dérégulation aggrave les inégalités, puisqu'elle réserve les services à ceux qui peuvent se les payer. Donc l'action de l'État consiste à tout défaire, et on attend que le marché le remplace. Naturellement, ça ne se produit jamais. Ce qui le remplace, c'est le pillage. Et contre le pillage, les peuples très vite se mettent en mouvement pour des raisons qui n'ont rien d'idéologique. Ils veulent manger, la belle affaire, ils veulent boire, ils veulent se soigner, ils veulent éduquer leurs enfants. Et cela suffit à faire des révolutions. Il n'y a pas besoin de programme plus compliqué que celui-là. Et voilà comment, à chaque fois, cela finit dans des répressions qu'on n'imaginait pas. Dans mon pays, comme dans bien d'autres. Et si je mentionne mon pays, c'est parce qu'il n'est pas avare de donner des leçons aux autres sans se soucier de savoir ce qu'il fait lui-même. Je voulais le dire devant vous, avant de vous dire, vous avez sans doute la responsabilité à ce moment, compte tenu du fait que toute l'Afrique vous regarde, compte tenu du fait que ce que vous dites compte pour tout le monde. Comme je l'ai vu à d'autres moments sur le continent latino-américain, vous avez une responsabilité singulière, qui est de proposer une direction dont vous faites la démonstration. Toute l'Afrique attend et regarde cela. Et en matière de relations internationales, vous pouvez être ceux qui vont faire naître un nouvel internationalisme. Non pas celui qui va répéter, qui est nécessaire, la lutte contre les impérialismes. Évidemment, cette question est toujours d'actualité. Mais il faut faire surgir, à côté de la volonté de contrôle sur les conditions dans lesquelles
se produit la production et l'échange, qui est absolument indispensable. Il faut faire surgir aussi une attention singulière à ce qui est de la production intellectuelle, spirituelle. Et vous autres Sénégalais, si vous faites le même parcours que moi, vous finirez par aller un jour ou l'autre regarder ce que racontait Senghor sur le style, parce que si on peut le discuter comme homme politique, comme penseur, il a eu quelques intuitions absolument extraordinaires qui peuvent être encore d'actualité. Et parmi celles-ci, quelque chose qui est fondamental. Oui, l'être humain est un être social. Oui, il doit produire et reproduire les conditions de son existence matérielle. Oui, c'est vrai, les conditions de production de l'existence matérielle déterminent des rapports sociaux et des rapports de domination. Mais les êtres humains sont des êtres de culture et ils ne peuvent être des êtres sociaux qu'en étant des êtres de culture, c'est-à-dire faisant transiter leurs relations sociales à travers des rites, des chansons, une langue, des costumes, des cuisines, des musiques, bref, tout ce qui fait cet à côté que dédaigne le plat matérialisme absurde des libéraux qui, naturellement, n'a rien à voir avec le matérialisme philosophique dont, pour ma part, je me réclame. En tout cas, cette double vigilance, c'est elle qui peut faire l'objet, non pas de grandes déclarations que l'on ferait, d'affirmations de concepts. Cela est toujours utile, car les idées mises au net permettent de penser honnête. Mais ce dont nous avons surtout besoin, c'est de programmes concrets. Dans mon pays, le mouvement insoumis n'existe que par son programme, puis par le mouvement qui accompagne ce programme. Pouvons-nous avoir un programme pour un nouvel internationalisme? Ce pourrait être, on pourrait l'appeler nouvelle... Je ne vous entends pas, hélas, à cette distance. Un nouvel altermondialisme. Parce qu'il tiendrait compte de ces deux objets. Je vous rejoins, Président Sonko, quand vous m'avez dit qu'il était temps de se préoccuper des productions comme l'intelligence artificielle et son contenu. Ah mais si vous voulez, j'arrête tout de suite. Hein. J'ai mal interprété, je n'arrive pas à interpréter les signes à cette distance. Je sais que c'est dur, hein, il fait chaud. Donc, disais-je, la production intellectuelle est en soi un enjeu. Tous vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle. Tous vous avez entendu parler de ChatGPT. Eh bien, mesdames, messieurs, ChatGPT apprend en anglais. ChatGPT traduit le reste et vous propose, à partir de ces traductions, bien sûr, la traduction est la démonstration de l'universalité de l'être humain. Mais il existe d'autres systèmes. Les chercheurs du CNRS en ont mis un au point. Il s'appelle Blom. Mais lui, il apprend en 46 langues, dont une dizaine de langues africaines. Et bien sûr que c'est un enjeu de savoir comment rentre l'information, car cela détermine comment ensuite elle va sortir et dans quelles conditions elle va être traduite. Car la traduction, c'est aussi à la fois l'universel et le fait qu'on ramène à un socle commun. Si vous voulez que tout soit ramené au sabir des boutiques d'aéroport qu'est aujourd'hui l'anglais, et à l'incroyable simplification de la réalité que contient cette langue à cette étape, en tant qu'outil d'intervention entre les êtres humains, alors il n'y a qu'à laisser faire ChatGPT. Mais si l'on veut que l'intelligence artificielle soit réellement une intelligence humaine, il faut qu'elle prenne en compte la diversité humaine elle-même. Or, de cela, il n'est jamais question. Il faut qu'il en soit question. De même, la propriété des savoirs scientifiques ne doit plus pouvoir être privatisée. Dans mon pays, jusqu'à 1959, il était interdit de déposer un brevet sur un vaccin. Il faut donc que soit porté comme une cause commune politique, je ne dis pas par les États, bien sûr par les États, mais par les militants, par les partis politiques, le fait que nous réclamons l'accès libre à tous les savoirs scientifiques de toute l'humanité. Parce que, voyez-vous, c'est à ce prix que la culture cumulative des êtres humains peut se diriger dans le sens du progrès. Sinon, la culture cumulative ne sera rien d'autre qu'une addition de segments et de compartiments de propriété privée de savoir dont ceux qui ne peuvent se les payer seront définitivement privés. Si nous voulons que le savoir soit un bien commun, comme doivent l'être absolument, radicalement, les biens communs comme l'air, comme l'eau, puisqu'aucun d'entre vous, aucune d'entre vous ne peut s'en passer, il faut l'action politique
pour libérer le savoir des chaînes de l'argent, libérer le savoir de l'impérialisme, libérer le savoir de la propriété et de l'usage exclusif d'une langue. C'est une tâche politique. Et vous autres, vous devrez y réfléchir parce que, tout à l'heure, j'ai parlé du phénomène urbain. D'ici à 2050, il va falloir que vous trouviez la solution pour loger sur le continent africain 850 millions de personnes, c'est-à-dire autant que toute la population des États-Unis, du Mexique et de l'Union européenne. Et cette incroyable population, elle a d'abord comme premier devoir, premier besoin, le besoin humain fondamental, la transmission du savoir. Le savoir que la famille transmet, bien sûr, et donc les conditions de la socialisation familiale qui dépendent de beaucoup de conditions matérielles dans la vie en ville, mais également la transmission intellectuelle. C'est par millions et millions qu'il vous faut scolariser des jeunes gens, par millions et par millions qu'il faut vous les amener jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur où vous avez l'honneur et le bonheur aujourd'hui de vous trouver, vous qui m'écoutez. Car sans savoir, il n'y a pas d'issue à la crise. La crise de l'humanité se résume à la crise du contrôle des citoyens sur leur société. Il n'y a pas de solution au fait que le changement climatique étant commencé, et puisqu'il est irréversible, alors il va nous falloir inventer tout, de A jusqu'à Z, de la nouvelle condition humaine avant la fin du siècle. C'est le message qu'avant tout je veux vous faire passer. Mais politiquement, nous ne sommes pas non plus à croire que nous vivons seulement dans le choc des idées. Il y a le choc des puissances et des rapports de force sociaux et financiers. Dès lors, je crois qu'on peut aller dans la direction dans laquelle les Chinois, un temps, nous ont proposé d'aller. C'est-à-dire que le monde soit dorénavant bénéficiaire d'une monnaie commune et que le privilège de la monnaie commune ne soit pas abandonné aux États-Unis d'Amérique qui en font l'usage que vous savez, qui est d'imprimer des billets tant et plus et d'avoir pour principale activité économique en vue l'économie de guerre. Il faut qu'on puisse avoir une monnaie commune. Et j'ai noté que parmi les premières dispositions prises par le gouvernement en place et par son Premier ministre, il y avait la demande de participer aux BRICS. Les BRICS, c'est un autre ensemble que le G7, les maîtres du monde. Mais c'est un autre ensemble qui, économiquement, pèse dorénavant au moins autant qu'autrefois on appelait l'Occident du G7. Alors je comprends, je partage l'idée que pour maintes nations, le monde va mieux quand il n'y a pas qu'un seul maître. Car on peut jouer des situations. Et il n'y a aucune honte à le dire. Après tout, qu'a fait l'illustre général de Gaulle chez nous, sinon cela, en reconnaissant la Chine, en reconnaissant l'URSS, etc. Et ça ne faisait pas de lui un bolchevique échevelé. De même, peut-on penser que vous ne serez pas des amis d'un néolibéralisme simplement parce que vous siégerez dans la même institution que des pays qui le sont. Mais en même temps, je veux solennellement mettre en garde contre une illusion. Ce n'est pas parce que l'on trouve une alternative au maître qu'il faut l'embrasser avec la passion aveuglée qui ne conduit qu'à des désastres. Le monde est à réinventer. Et chaque pays compte dans cette réinvention. C'est pourquoi je pense que, modestement mais efficacement, le PASTEF et la France insoumise peuvent, sur deux continents, faisant la jonction avec les Amériques et puis avec les mouvements sociaux de l'Asie qui sont liés à nous aujourd'hui par un dialogue permanent, mettre en place une sorte de forum pour un nouvel altermondialisme qui fasse ses propositions au monde. Car quand des États les font tout seuls, ils n'y arrivent pas comme on y arrive quand on a les opinions avec soi. Ainsi, quand l'Équateur et l'Afrique du Sud ont voulu mettre au point un cadre légal obligeant les entreprises à avoir une responsabilité juridique, sociale et environnementale, il aura suffi que les États-Unis d'Amérique boycottent et que l'Union européenne se mette en retrait pour qu'à la fin, il ne se passe plus rien. Ça ne se passe que s'il y a des opinions politiques mobilisées, s'il y a des peuples mobilisés, et si l'objectif de la révolution citoyenne donne à voir sans cesse qu'il n'a pas l'intention de dire à chacun comment il doit vivre, mais qu'il a bel et bien l'intention non seulement de changer les conditions sociales, mais aussi de changer les conditions culturelles et intellectuelles du monde entier pour en faire une humanité qui soit une humanité intervenante, une humanité citoyenne. Je vais maintenant conclure en me faisant un instant sénégalais
Alors j'ai fait une pile de citations. Comme j'ai dû replonger dans Senghor, j'ai retrouvé les liens qui l'unissaient à des penseurs qui me sont chers. Et je me suis demandé si j'allais vous donner du Bergson, connu des étudiants en philosophie du moins. Je vous propose d'abord Bergson et ensuite une sénégalaise. Bergson sur une phrase, mais qui manifeste tellement le besoin d'une pensée ouverte parce que le monde reste en devenir ouvert. Le déterminisme qui est à l'œuvre dans la nature, bien sûr qu'il y est, n'est pas un déterminisme linéaire. Les professeurs de sciences de cette université le savent. C'est un déterminisme probabiliste. Et on aurait gagné du temps si on avait écouté Condorcet quand il s'en est aperçu. Mais cette phrase que j'ai trouvée chez Bergson, qui correspond si bien à sa pensée d'un monde sans cesse ouvert, en même temps que déterminé. Il dit, le futur, ce n'est pas ce qui va arriver. Le futur, c'est ce que nous allons faire. Réfléchissez bien à la portée de cette phrase, car ensuite il vous faut la vivre avec la détermination d'une Sénégalaise, Fatou Ndiom, femme de lettres. Chaque pas mène vers un résultat escompté. L'espoir alors se mesure au degré de combativité. Bon courage. Madame, Messieurs, chers publics, maintenant l'heure est venue de donner la parole au président de PASTEF les Patriotes, M. Ousmane Sonko. Cher Jean-Luc Mélenchon, vous et toute votre délégation de la France insoumise, j'allais dire votre illustre délégation, Monsieur le recteur et à travers vous toute la communauté universitaire, chers étudiants, chers invités, je disais hier au président Mélenchon, et je préfère l'appeler président, que je n'ai ni son éloquence ni son art oratoire, et c'est pourquoi probablement je vais me cantonner à mon texte pour ne pas risquer de me perdre. J'aurai moins tendance à l'articulation physique pour la simple raison que désormais nous avons un pays à transformer et je peux assurer tout le monde que nous allons transformer ce pays. Je vous le dis avec d'autant plus d'assurance que ça fait à peine un mois que nous sommes aux affaires. Un mois de travail intense, mais ce rythme de travail se poursuivra pour les 60 prochains mois, Inch'Allah. Un travail qui nous a permis d'évaluer l'ampleur de la tâche, mais également l'ampleur des dégâts qui ont été causés. Mais un mois qui ont fini de nous convaincre, plus qu'on ne l'était avant d'arriver au pouvoir, que rien ne nous sera impossible. Je parle avec beaucoup de calme également parce qu'au-delà d'un pays à transformer, et nous le ferons, nous avons un continent à inspirer. Je crois que nous l'avons jusqu'à présent inspiré dans le parcours combattant que nous avons eu en tant qu'opposants politiques. Il nous faut inspirer ce continent désormais par notre capacité à faire de ces responsabilités qui nous ont été confiées œuvre utile pour le peuple sénégalais et pour les peuples africains.
je me joins à vous dans la défense de la cause palestinienne. Peuple aujourd'hui massacré dans l'indifférence totale de toute la communauté dite internationale. Le Sénégal a toujours eu une position et continue à la maintenir. Et ce n'est pas pour rien que depuis la création du Comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien, ce comité est présidé par le Sénégal. Son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réitéré cette position sans ambiguïté du Sénégal lors du dernier sommet de l'OCI qui s'est tenu à Banjul. Je voudrais à ce niveau faire une précision. Vous savez qu'il est inscrit dans les statuts de notre parti que tout membre du parti qui serait élu président de la République démissionne de ses fonctions dans le parti. Ce que le président Bassirou Diomaye Faye a fait, je crois que jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait ensemble, les conférences calls qu'on a organisées entre votre formation politique et la nôtre, ont été animées, co-animées par le président Bassirou Diomaye Faye et moi-même. Il aurait bien voulu être dans cette salle avec nous, mais vous comprendrez bien que ces fonctions et surtout l'engagement statutaire que nous avons inscrit dans les statuts de notre parti l'en empêchent. Les lignes que je vais lire tout à l'heure, Monsieur le Président Mélenchon, ont été rédigées le 26 juillet 2023, c'est-à-dire 2 jours avant mon arrestation ou mon kidnapping, comme je l'appelle. Et ces lignes avaient été partagées avec 2 de nos collaborateurs, notamment Maître Bamba Sissé, un de mes avocats, mais également un de vos concitoyens qui a joué un rôle extrêmement important dans notre lutte. Je veux nommer M. Juan Branco. Il nous est demandé aujourd'hui d'échanger sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique, mais il faut entendre plus particulièrement les relations entre la France et l'Afrique et entre la France et le Sénégal. Les liens qui unissent nos continents sont empreints d'une histoire complexe, façonnée par des récits entremêlés de souffrances et d'aspirations. Il est très difficile de parler de l'avenir sans faire de temps en temps quelques incursions dans un passé qui n'est pas forcément reluisant. L'Afrique, berceau de l'humanité, a été trop souvent le théâtre d'une exploitation injuste, dictée par des intérêts extérieurs. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant décisif où la nécessité de réévaluer ces schémas historiques et de promouvoir un partenariat équitable s'impose avec une urgence sans précédent. Je saisis cette tribune pour souligner l'impératif d'adopter une approche nuancée et inclusive dans notre analyse des relations Afrique-Europe. Trop souvent, les discours simplistes occultent la richesse des interactions passées et présentes entre nos continents. Reconnaître les erreurs du passé, tout en saisissant les opportunités de collaboration future, constitue un impératif moral et politique. Nous devons également faire preuve de clairvoyance face aux défis contemporains qui jalonnent nos échanges intercontinentaux. Des enjeux cruciaux tels que la migration, le commerce équitable, sans oublier la problématique des accords de partenariat économique, la lutte contre le racisme, la sécurité, le transfert de technologies et la lutte contre le changement climatique requièrent une approche concertée et résolue, et seule une volonté commune de dialogue
et de partenariat authentique permettra de surmonter ces défis et de construire un avenir meilleur pour nos peuples. Cela, Monsieur le Président, suppose un dialogue franc, fondé sur le respect mutuel et la reconnaissance des aspirations légitimes de chaque nation à la souveraineté et au développement durable. Je tiens à saluer la présence distinguée de cette délégation de la France insoumise sous votre direction. Messieurs, Mesdames, nous sommes les architectes de notre destin commun. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un avenir où les relations entre l'Afrique et l'Europe seront fondées sur la justice, la solidarité et le respect mutuel. Permettez-moi également de souligner l'importance, au-delà des politiques, du rôle que les intellectuels, les artistes, les sociétés civiles et les diasporas doivent jouer dans cette dynamique de partenariat et de coopération. Les intellectuels, en tant que gardiens du savoir et de la pensée critique, ont la responsabilité de stimuler les débats et de proposer des idées novatrices pour façonner un avenir commun. Les artistes, par leur créativité et leur expression, ont le pouvoir unique de transcender les frontières et de créer des ponts entre les cultures. Leur art peut servir de langage universel pour promouvoir la compréhension mutuelle et encourager l'empathie entre les peuples africains et européens. Les sociétés civiles, en tant que voix de la conscience collective, sont les garantes des droits humains, de la justice sociale et de la démocratie. Leur engagement actif peut contribuer à renforcer la transparence et la responsabilité dans les processus décisionnels, garantissant ainsi que les intérêts des citoyens sont au cœur des relations Afrique-Europe. Enfin, les diasporas africaines, en Europe comme ailleurs, constituent des ponts vivants entre nos continents. Leur contribution économique, culturelle, sociale, offre des opportunités uniques de renforcer les liens entre nos sociétés. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la coopération, le respect mutuel et la solidarité sont les maîtres mots de nos relations. Cela nécessite un engagement collectif et une volonté inébranlable de travailler ensemble pour relever les défis communs et saisir les opportunités qui se présentent. Ceci dit, les relations entre l'Europe et l'Afrique, les relations entre la France et l'Afrique, particulièrement celles entre la France et le Sénégal. Parce que quand on parle des relations entre les pays qui avaient été colonisés par la France, quand il est question de leurs relations avec l'Europe, il faut beaucoup plus sous-entendre leurs relations avec la France, qui continue à être un écran et une courroie, une piste de transmission sur toute l'Europe ou tout le reste de l'Europe, y compris dans les instances européennes. Ces relations n'ont pas été toujours fondées, assises sur l'égalité, sur l'équité, sur le respect mutuel. Ces relations jusque-là ont été des relations léonines au détriment des Africains et du continent africain. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans le porte-monnaie, dans notre porte-monnaie, ça s'entend du porte-monnaie des Occidentaux, des Européens en particulier, vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pures convulsions et difficultés. Avec les conséquences politiques que cela comporte dans un proche avenir. J'ai fait une citation qui pourrait être rattachée aux activistes africains les plus radicaux, mais qui en réalité vient de l'ancien président de la France, j'ai nommé M. Jacques Chirac. Ça étonne plus d'un, et je crois que M. le président Mélenchon lui-même n'en est pas informé. Et c'est une reconnaissance certes tardive,
mais qui établit une vérité historique, celle de l'exploitation pendant des siècles et avec des manières différentes d'un continent par un autre qui a pu justifier une grande partie de la richesse de l'un de ces continents au détriment de l'autre. Les relations entre l'Occident et l'Afrique, évidemment, sont faites de plusieurs siècles d'histoire, d'une singulière ambivalence. Celle entre la France et le Sénégal n'en déroge pas. Les péripéties de ces relations à travers le temps ont abouti à des sentiments faits d'amour et de désamour, de fierté et de culpabilité, de crédulité et de scepticisme, sentiments qui se manifestent et s'expriment variablement selon les époques et les contextes. Elle se singularise depuis quelque temps par ce qui est qualifié par certains de sentiment anti-occidental ou de sentiment anti-français, exprimé par une large frange des opinions publiques africaines. Cet état de fait souvent imputé par la majorité de l'élite dirigeante, je précise bien, une majorité de l'élite dirigeante, vous n'en faites pas partie, évidemment, par la majorité de l'élite dirigeante occidentale, plus à tort qu'à raison, à l'activisme d'une nouvelle élite populiste, combinée aux manipulations de nouvelles puissances concurrentes, n'est pas nouveau. C'est des raccourcis qu'il faut trouver face à des phénomènes. Et le raccourci qui a été trouvé pour expliquer ce sentiment, c'est que les Africains seraient manipulés par de nouvelles puissances, la Russie, la Chine, et j'en passe, qu'il est né aujourd'hui sur le continent de nouvelles élites politiques, populistes, qui manipulent les masses et particulièrement la jeunesse. Et ce raisonnement infantilisant ne correspond pas à la réalité. Nous avons dépassé l'époque où les Africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples, par quelques régimes que ce soit. Et ce sentiment qui se manifeste aujourd'hui s'est toujours manifesté des indépendances à maintenant. Chaque génération a connu son lot de militants, porteurs du même discours, désapprobateurs du caractère volontairement léonin et destructeur pour l'Afrique de ses relations avec le reste du monde et particulièrement avec l'Europe. Ce qui est par contre nouveau, et nous l'admettons, c'est l'ampleur qu'ont pris ces idées auprès des masses africaines, nourries entre autres par les échecs des élites gouvernantes africaines souvent corrompues et les relations ambiguës que l'Europe entretient avec elles, les menaces sécuritaires, l'apparition de nouvelles opportunités de coopération, mais évidemment l'effet multiplicateur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Afrique, la majorité de ses élites, sa jeunesse, sa diaspora et ses masses populaires ont beaucoup évolué. L'Occident l'a-t-il suffisamment compris? Ou est-il encore figé dans une version focardienne de ses relations avec l'Afrique? Avec la France, par exemple, je n'ignore pas que notre mouvement politique, quand je dis la France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France. Je parle du président Macron et de son régime. Nous ne parlons pas du peuple français avec lequel nous n'avons aucun problème et avec lequel nous sommes liés par une longue et riche histoire. Et je ne parle pas de toutes les élites politiques françaises, ni de la société civile. Je parle de l'élite gouvernante actuelle. Cette France, je n'ignore pas que, pour elle, nous avons été, et peut-être nous le sommes encore, malgré notre élection démocratique par le peuple sénégalais, dépeints sous les traits d'un mouvement et d'un leader terroriste, islamiste, violent, populiste, anti-occidental, pro-russe. Je ne parle pas de vous. Vous partagez ce soir avec nous. Il est évident, M. Mélenchon, que je ne m'en plains pas,
puisque le français bon souche que vous êtes n'échappe pas à cette catégorisation. La vérité, c'est que beaucoup de gouvernants européens, et singulièrement français, s'accommodaient mal de notre discours politique souverainiste et se fixaient comme objectif de l'entraver. C'est ce qui explique certainement leur mutisme approbateur face à la sanglante persécution du régime du président Macky Sall contre notre parti politique et ses militants. Monsieur le Président Macron, je voulais dire cher Jean-Luc, ce tableau semble assez sombre. Je le dis parce que durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, ayant entraîné et causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1000 détenus politiques, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui se passait au Sénégal. Vous n'avez jamais entendu l'Union européenne dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Et pire encore, c'est au pire de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est une incitation à la répression, une incitation à la persécution et l'exécution de Sénégalais qui n'avaient de crime que d'avoir un projet politique qui était majoritairement celui des Sénégalais. Et ce qui le confirme, c'est l'élection, dès le premier tour, à plus de 54% de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye. Je voudrais faire une précision. Les propos que j'avance sont les propos de Ousmane Sonko, président du parti Pastef les Patriotes. Il est évident que notre posture actuelle, consistant au fait que nous avons à conduire les destinées de ce pays qu'est le Sénégal, nous amènera à collaborer avec tous les États du monde, y compris l'État français, et donc le gouvernement de M. Emmanuel Macron. Mais je peux également assurer que les postures et les positions que nous avons défendues jusqu'à présent en tant qu'opposants seront exactement les mêmes aujourd'hui qu'on est. Cher Jean-Luc Mélenchon, vous et votre mouvement des Insoumis, et au-delà des Insoumis, parce qu'il faut qu'on recadre les choses, je crois que vous êtes ici dans le cadre de votre coalition qui est beaucoup plus large, et il y a ici des élus qui ne sont pas membres des Insoumis, mais qui font partie de votre coalition un peu plus large. Mais je dirais, vous et votre mouvement, vous nous avez dit hier que vous ne vouliez pas que par votre silence sur ce qui se passait ici au Sénégal, que ce silence soit le prétexte d'une généralisation de cette perception à toute l'élite politique française et au-delà à tout le peuple français. Que vous vouliez être par votre engagement, non pas aux côtés de Pastef et du peuple sénégalais, mais par la défense de la démocratie et de la vérité, vous vouliez être cette autre voix de la France.
l'accueil qui vous a été réservé ici au Sénégal doit vous rassurer que vous avez été cette autre voix de la France que nous avons entendue. Et au nom de tout le peuple sénégalais, je vous dis merci. Vous voilà donc, M. Mélenchon, aujourd'hui à Dakar, terre d'Afrique, terre d'hospitalité, terre de liberté et terre de paix, pour échanger avec nous sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Très vaste sujet. Cette relation que j'ai décrite plus haut, jusqu'à présent, s'est passée comme nous connaissons. D'abord, par le passage à la douleur, par le passage à la douloureuse épreuve de la traite négrière. Ensuite, la colonisation que nos pays ont vécue. Et aujourd'hui, ce qu'il est convenu d'appeler entre guillemets la néocolonisation. Beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus pernicieuse, mais beaucoup plus impactante certainement sur le sort de nos populations. Et pourtant, nous y avons presque cru lorsque le président Macron déclinait la nouvelle doctrine africaine de l'Élysée. Cette nouvelle doctrine qui devait consister au refus de tout soutien politique à des régimes autoritaires et corrompus. Ce n'est pas ce qui s'est passé au Sénégal. Et j'ai bien aimé tout à l'heure une expression où vous disiez que nous devions participer à tous les combats, où vous rejetiez la neutralité et vous disiez que nous devions participer à tous les combats sur la base d'un principe très simple. Je me mêle de tout avec les mêmes principes. Malheureusement, l'Occident et l'Europe, très promptes à donner des leçons et à se mêler de tout, ne se mêlent pas de tout avec les mêmes principes. Je m'en veux pour exemple ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel. On a tout fait de condamner, d'exclure, de mettre des embargos. Ce que nous condamnons nous-mêmes. Il est inadmissible que des Africains fassent l'objet de condamnation, on peut comprendre, mais qu'ils fassent l'objet d'ostracisme et d'exclusion en terre africaine, ce n'est pas admissible. Aujourd'hui, l'Europe a ses propres problèmes avec des pays qui se disent adeptes de l'illibéralisme et qui ne respectent pas forcément les règles de l'Union européenne. Ce n'est pas pour autant que ces pays sont mis sous embargo ou que les subventions européennes sont coupées. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'ils se mêlent de tout avec les mêmes principes? Absolument pas. Les problèmes internes au pays doivent être réglés par les citoyens de ces pays. Certes, il y a eu des coups d'État. Et certes, personne n'encourage la commission de coups d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles et profondes de ce pays.
je voudrais dire, Monsieur le Président Mélenchon, que c'est ces tergiversations, cette ambivalence dans les prises de position qui ont fini par discréditer une bonne partie de l'Occident, et en l'occurrence ici, l'Europe et la France, au regard de tous ces peuples africains qui aujourd'hui vont aux mêmes écoles, suivent de la même manière l'actualité mondiale et sont aussi éveillés que tout autre peuple du monde. Et cela a fini par déteindre très négativement sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Il nous faut refonder ces relations parce que nous sommes tenus d'être ensemble et de travailler ensemble. Qu'avons-nous proposé jusqu'à présent, nous, Africains? Bien sûr, j'ai toujours dit que je n'impute pas tous les maux qui nous gangrènent à des responsabilités extérieures. Les détournements de deniers publics ne sont pas de la responsabilité étrangère, c'est l'irresponsabilité et la boulimie de nos élites. Les mauvais choix de politique publique, même s'ils sont dictés par des institutions internationales, ne sont que de la responsabilité de nos propres élites. Je puis vous assurer que personne, rien ni personne, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, ne nous imposera à nous les politiques que nous avons appliquées sur le terrain. Personne. Et donc, nous allons développer ici quelques axes qui nous paraissent importants, des propositions, des offres sur ce qui doit pouvoir relancer cette coopération sur de meilleurs termes qu'elle ne l'est actuellement. Mais avant, je présenterai brièvement le modèle qui est le nôtre. Nous sommes arrivés au pouvoir avec un modèle que nous avons présenté aux Sénégalais pendant 10 ans. Nous n'avons pas été élus parce que nous avons des machines à billets pour distribuer à un électorat. Non. Nous avons été élus sur la base d'un programme, d'un projet, d'une vision. Et de manière synthétique, c'est quoi cette vision? Pour nous, l'Afrique peut et doit être une importante locomotive de la croissance mondiale. Pour cela, elle n'a pas prioritairement besoin d'un traitement de faveur ou d'une approche infantilisante, comme ce fut le cas jusque-là. Elle n'a pas besoin d'un modèle principalement financé de l'extérieur à travers une dette mal maîtrisée et libellée en devises étrangères, ou d'un afflux d'investissements directs étrangers exclusif du secteur privé national qui génère une croissance extravertie du fait, entre autres, d'un taux de change fixe. On nous parle de croissance depuis des années. La pauvreté n'a pas cessé de galoper. Le chômage n'a pas cessé de monter parce que cette croissance n'est pas faite par et pour les Africains. Tel est le schéma auquel est soumis le continent africain, et le Sénégal en particulier, par le libéralisme ambiant qui les a réduits à un statut de marginaux dans leur propre continent. Les conséquences sont sans appel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, extrême pauvreté, chômage, déstabilisation, crise politique et émigration clandestine. Le modèle que nous voulons donc est totalement opposé et repose sur une mobilisation optimale des ressources endogènes d'abord. Leur utilisation efficace, efficiente et transparente dans un état de droit et un environnement de liberté économique qui soit propice au secteur privé, national d'abord, africain ensuite, international enfin. Et ce modèle permettrait aux petites et moyennes entreprises africaines d'être les porteuses de la croissance par leur inclusion financière dans une monnaie compétitive qui ne soit pas arrimée à une seule monnaie. Dans ce modèle donc, l'Afrique doit être sa propre locomotive. Et le reste du monde
et le reste du monde en bénéficiera nécessairement, y compris en apportant des compléments de ressources financières, technologiques et en offrant leur marché. Dans cette perspective, la France, l'Europe doivent et peuvent rester des partenaires principaux, voire privilégiés, du Sénégal et de l'Afrique. Il y a des atouts dans la relation entre les deux continents et entre votre pays et le nôtre. Ces atouts sont indéniables. Nous ne sommes pas là pour faire du nihilisme absolu. Le premier atout, c'est que nous partageons cette culture ou cette soif, au niveau des peuples en tout cas, de la démocratie et du libre choix des peuples. Je crois que le Sénégal a suffisamment démontré à travers les années, malgré les crises que nous avons traversées, que c'est un peuple qui est très attaché à sa liberté et à sa démocratie. Nous partageons également une histoire. Le Sénégal, la France, l'Afrique, l'Europe, c'est plusieurs siècles d'histoire dont les vestiges architecturaux sont encore très visibles dans tous les pôles urbains du pays. Des siècles d'histoire traversés d'épreuves douloureuses, subies ou partagées, mais qui ont créé également un lien à nul autre comparable. Nous partageons également la langue, vous en avez parlé, au point de dire que cette langue appartient à ceux qui la parlent et qui sont majoritairement sur le continent africain. Nous partageons cette option sous réserve de notre option également ferme de travailler à la promotion et au développement de nos langues nationales. Nous partageons également un corpus institutionnel et juridique. L'un des solides héritages justement de cette histoire réside dans la similitude des systèmes institutionnels et juridiques en usage dans notre pays, ce qui simplifie et stimule les rapports de travail, la mobilité professionnelle, des professions libérales par exemple. J'ai ici devant moi Maître Tine, qui est à la fois avocat au barreau de Paris et au barreau de Dakar du Sénégal, et le partage d'expériences également. La proximité géographique, le continent qui nous est le plus proche, évidemment, est le continent européen. Et pour le Sénégal, une attention mutuelle. Tous ces éléments sont des prérequis qui peuvent valablement présager de relations privilégiées et riches si l'on sait leur donner les orientations adaptées au contexte et à l'époque. Quels sont les contours qu'il faut lui donner? Nous avons une marge extraordinaire de progression dans nos relations, dans le domaine de la technologie, de l'intelligence artificielle, comme on l'a dit tantôt, de l'efficacité énergétique et la transition écologique, des investissements dans tous les domaines. Je parle des investissements directs. Autant d'enjeux modernes pour lesquels les pays africains, largement à la traîne, doivent pouvoir compter sur le partenaire européen, en sus des domaines classiques qui nous interpellent, la problématique de l'immigration, que nous ne voulons pas, dont nous ne voulons pas, que nous ne souhaitons pas. Nous dénonçons ce phénomène plus que vous-même, parce que c'est l'élite de notre jeunesse, à la fleur de l'âge, qui périt dans les océans. La problématique de la bonne gouvernance est celle de notre révolution industrielle qui est inéluctable. Je me garderai de faire les développements sur chacun de ces points, puisque j'en avais fait, mais je ne veux pas être trop long, sur la technologie, l'efficacité énergique et la transition écologique, les investissements directs et la coopération technique, les questions d'immigration et de bonne gouvernance, que je vais traiter un peu. Parce que la malgouvernance et la pauvreté sont le lit de ces tentatives morbides d'exode codifiées sous l'appellation d'immigration clandestine par le peu de perspectives qu'elles offrent aux populations africaines. J'ai dit une fois qu'en réalité, l'immigration est un phénomène naturel aussi vieux que le monde. Elle peut être justifiée par deux raisons.
simplement parce que, premièrement, les gens ne trouvent plus à s'épanouir là où ils sont installés, ou deuxièmement, que d'autres sont venus prélever leurs richesses et ils suivent le même chemin que leurs richesses. Et je persiste encore à dire à cette jeunesse que malgré tout, la solution ne se trouve pas dans l'immigration. Et qu'aujourd'hui, ce que tous les peuples ont fait pour faire de leur pays ce qu'il est devenu, nous pouvons faire plus et mieux et obtenir plus que mieux. Notre challenge se trouve ici, en Afrique. La question monétaire, qui est une question qui nous semble fondamentale. Parce que, M. Mélenchon, nous avons, comme je l'ai dit, un pays à transformer. Et cette extraordinaire jeunesse que vous voyez attend beaucoup de nous. Et c'est pourquoi le plus difficile, ce n'est pas d'avoir un programme avec des axes que nous ferons ceci dans l'agriculture, ceci dans l'industrie, ceci dans la fourniture des biens et services de première nécessité. Ce n'est pas ça le plus problématique pour nos pays. Le plus difficile, c'est d'aller chercher les moyens là où ils sont. Et nos moyens sont énormes, mais ils nous échappent. Et nous allons les chercher là où ils sont. Et sous ce chapitre, je voudrais dire que la monnaie, tout autant que l'impôt, est un puissant levier économique et un instrument de souveraineté. Vous avez tantôt parlé de souveraineté. On ne peut pas en passer, imaginer une seconde que la France puisse avoir une monnaie qui ne lui appartienne pas véritablement. Aucun État digne de ce nom ne doit sous-traiter sa monnaie. Et en guise d'exemple, le général de Gaulle, qu'il avait si bien compris qu'à la veille du débarquement de Normandie, lorsque Winston Churchill lui fit part de l'intention des Américains d'imposer à la France, après la libération, une nouvelle administration, une monnaie appelée billet drapeau, le général piqua une colère noire. Vous connaissiez ces colères. Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie, rétorqua-t-il. Ce billet ne circula que peu de temps en Normandie, notamment un seul mois, deux ou trois mois, de juin à août 1944, avant d'être définitivement retiré. Voici ce que nous en disions sur la question monétaire dans notre ouvrage intitulé « Solutions pour un Sénégal nouveau ». Je disais alors que nous optons sans équivoque pour une sortie prudente de ce système exsangue, car les banques centrales ayant perdu toute initiative de change pour maintenir ce taux de réserve, compriment nos économies et réduisent l'activité interne par une limitation des émissions monétaires. Ce que nous proposons, c'est de restituer à la monnaie ses fonctions d'écoute et de financement de l'économie par la formulation de l'offre des productions à l'exportation et à la consommation intérieure, l'appui aux politiques industrielles, et j'en passe, et j'en passe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre option de renforcer notre marché financier national par divers leviers, parmi lesquels des investisseurs étrangers qui acceptent de combler notre déficit d'épargne pour partie en monnaie locale. Imaginez-vous que les pays africains s'endettent en devises étrangères et donc sont exposés aux fluctuations du marché. Aucun pays africain presque ne peut s'endetter en devises locales. Et cela doit cesser parce que nous en subissons les contre-coups. Et ce que nous voulons également, c'est une monnaie flexible, arrimée au moins à deux devises, à même d'aider à amortir les chocs exogènes et accompagner notre compétitivité à l'exportation. Je ne pourrai pas faire tous les développements sur la question monétaire, mais si j'en parle, c'est que à chaque fois qu'un homme politique africain soulève la question monétaire,
il devient le diable incarné. Nous n'avons pas le droit de parler de notre propre monnaie. On n'en débat jamais au Parlement, on refuse d'en débattre dans les plateaux de télévision, et pourtant vous pouvez débattre de l'euro sur la tribune de l'Assemblée nationale française. Et c'est pourquoi nous en faisons un débat, nous l'imposons, et je pense que dans le cadre communautaire, en tout cas les derniers développements que nous en avons, nous nous acheminons sûrement vers ces réformes que nous souhaitons tant, qui ne sauraient tarder. L'autre élément, c'est la sécurité. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal. Cette présence de bases militaires suscite des interrogations légitimes, plus de 60 ans après nos indépendances. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. L'histoire récente, j'aime bien prendre des exemples sur la France elle-même. L'histoire récente de la France est très riche en anecdotes intéressantes sur la problématique et les enjeux de la question sécuritaire. Entre 1956 et 1958, vous êtes historien, je ne le suis pas, je peux me tromper sur les dates et même sur les faits. Mais entre 1956 et 1958, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains eurent le projet d'installer sur le territoire français un stock d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Le projet buta sur la double question du commandement et du contrôle des 10 missiles, dont le déploiement était admis par les militaires français comme un bon moyen d'accroissement du pouvoir dissuasif de l'OTAN. L'armée de l'air de la France jugeait alors inacceptable le principe selon lequel les escadrons de missiles balistiques resteraient sous commandement américain. Ces unités devaient impérativement être sous commandement national. Dès son arrivée au pouvoir, le général de Gaulle, encore lui, lors de la réunion de défense du 7 juin 1958, avisa que ces armes devront être obligatoirement sous contrôle français et que la France réclame le droit de donner son avis dans le déclenchement d'une éventuelle guerre nucléaire, toutes conditions jugées excessives par les Américains au point qu'un accord n'ait pu être conclu. Deuxième exemple, en mai 1966, le général de Gaulle engagea la France à se retirer du commandement intégré de l'OTAN, qui disposait alors d'une dizaine de bases militaires en France. Et la conséquence, nous la savons. Et justifia cette décision par la volonté de la France de disposer d'elle-même, volonté qui est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Je réitère ici la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Ceci ne remet pas en question les accords de défense. Nous entretenons les accords de défense avec beaucoup de pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine même, je crois, beaucoup de pays. On peut avoir des accords de défense sans que cela ne justifie que le tiers de la région de Dakar soit occupé aujourd'hui par des garnisons étrangères. Le quatrième point, c'est
le juste gain sur nos propres ressources naturelles. Nous l'avons dit plus haut, le modèle que nous voulons pour nous repose sur une mobilisation optimale des ressources endogènes. Nous disons merci à tous nos partenaires. L'Union européenne est le premier en matière d'aide au développement. 51% de l'aide au développement vient de la zone Union européenne, dont 20% de l'Union elle-même et les 80% du cadre bilatéral. C'est une bonne chose. Mais si vous mettez en parallèle ou en contradiction cette aide par rapport à ce que nous perdons, nous, dans la relation réelle, économique, qui peut se jauger à travers l'exploitation de nos ressources naturelles, à travers les clauses des marchés publics exploités sur le pays, je puis vous assurer que nous perdons 10 fois plus ou 20 fois plus. Et c'est pourquoi nos partenaires doivent comprendre que c'est là la seule issue à la délicate et teigneuse question du chômage de masse. C'est que nos pays s'organisent, en plus de la mobilisation des ressources fiscales et des droits de porte, en plus de la question monétaire qui doit nous permettre de pouvoir avoir une monnaie adaptée à nos réalités économiques, en plus du travail qu'il faut faire sur la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption qui nous fait perdre énormément, c'est aussi la renégociation de toutes les conventions qui ont été signées de manière léonine et qui aujourd'hui, aussi bien au niveau des clauses juridiques, des clauses financières que des clauses techniques, sont au détriment de notre peuple. Je peux dire ici, et vous ne le saviez pas, on nous a promis que le gaz commencera à être exploité cette année. Vous connaissez l'impact que peut avoir cette richesse sur un peuple. Vous allez dans des pays comme le Qatar qui, 30 ou 40 ans en arrière, on n'y enregistrait que des tentes dans le désert. Vous voyez ce que c'est devenu avec une bonne utilisation de leur gaz naturel. Mais si nous ne prenons pas nos responsabilités, je peux assurer les Sénégalais que dans les 15 ou 20 ans à venir, le Sénégal ne gagnera pas un copec de son gaz. Et c'est inadmissible. Et c'est pourquoi nos partenaires, s'ils sont vraiment des partenaires, doivent encourager, accompagner ce processus de rééquilibrage du gain que chacun doit avoir dans la gestion de ses ressources naturelles. Oui, nous acceptons qu'un investisseur qui a pris des risques, qui a investi, doit gagner et avoir un retour sur investissement. Mais non, nous n'acceptons pas qu'il gagne tout et que nous ne gagnons presque rien. Ça, ce n'est plus l'Afrique de 2021. J'aimerais terminer par le dernier point. J'aimerais terminer par le dernier point. Nous disions hier, vous et moi, que nous avons énormément de convergences. Et je suis sûr que vous vous retrouvez dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je suis moins sûr que vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire maintenant. Mais on ne peut pas avoir une convergence parfaite, ça n'existe nulle part. Même entre nous, Sénégalais, entre nous, dans le cadre de notre parti, le PASTEF, nous n'avons pas une convergence parfaite. Et j'aimerais terminer sur un point qui relève beaucoup plus des aspects culturels, sur lesquels les échanges doivent être prudents du moins. Sur l'aspect culturel, qui relève souvent de la foi et qui déclenche beaucoup de passion, chaque peuple doit se donner les moyens de respecter les autres peuples dans leurs croyances et leurs convictions. Et vous aviez dit tantôt également, je l'ai noté,
que la crise de l'humanité ne peut se résoudre que par le contrôle des citoyens sur leur société. Il n'y a pas une seule société humaine. Il peut y avoir un certain nombre de valeurs universelles, mais il y a des spécificités qu'il faut reconnaître, connaître, comprendre et accepter. Et donc, la question liée aux mœurs, la question liée à ce qu'il est convenu d'appeler les LGBTQ, risque d'être le prochain casus belli entre le monde occidental et le reste du globe terrestre si elle continue à être posée de cette façon. Cette question subitement érigée en débat prioritaire au sein des opinions occidentales que nous respectons quand ça relève de leur réalité. Et cette question corrélée à celle des nouveaux droits tels que ceux liés au genre cristallise énormément de passion et d'incompréhension tant elle met face à face des cultures, des civilisations et des systèmes politiques à la vision diamétralement opposée sur la question. D'aucuns même lient l'exacerbation de ce qui est perçu comme un sentiment anti-occidental dans beaucoup de parties du monde, non pas aux divergences politiques ou économiques, mais plus à une certaine propension de ce dernier à essayer d'imposer sa vision et ses pratiques sur des aspects qui relèvent de réalités sociales et sociologiques ancrées et donc du dogme et de la passion. Le Sénégal est un pays optionnellement et fondamentalement laïque, non pas dans le sens d'un État athée, mais plutôt d'un État équidistant et respectueux de tous les cultes et d'une tolérance sociale, religieuse, ethnique et raciale universellement saluée et donnée en exemple. Rien ni personne ne remettra en cause ce modèle séculaire qui précède même l'avènement de l'État sénégalais moderne. Cependant, même si nous partageons une ossature universelle de la laïcité, chaque société l'adapte à son contexte et à ses réalités socioculturelles. Celle du Sénégal, je viens de le rappeler, n'est pas faite de séparation rigide de l'État et de la religion, mais d'une complémentarité contenue faisant de l'État un acteur assumé du fait religieux qu'il encadre et finance même, et des religieux, des régulateurs sociaux indispensables à l'apaisement et à la stabilisation de la vie politique et sociale. Ceci est rendu possible et même indispensable par la texture socioculturelle du peuple sénégalais, au sein duquel le spirituel occupe une place importante, chrétiens, musulmans ou adeptes des religions traditionnelles confondues. Président Mélenchon, c'est ce modèle qui explique en partie le statut exceptionnel du Sénégal et qui lui a permis de demeurer un îlot de stabilité, tout juste troublé par quelques revendications irrédentistes dans le Sud. Il est alors évident que les velléités extérieures de nous imposer, encore une fois, l'importation de modes de vie et de pensée contraires à nos valeurs risque de constituer un nouveau casus belli. La question du genre, par exemple, revient régulièrement dans les programmes de la majorité des institutions internationales et dans les rapports bilatéraux, même souvent comme une conditionnalité pour différents partenariats financiers. Nous pouvons noter aujourd'hui que la question des genres n'est pas nouvelle dans nos sociétés. Il ne faut pas penser que nos sociétés ne connaissaient pas ces questions. Elles les connaissaient et elles les géraient à leur façon. Elle ne l'est nulle part d'ailleurs
et est presque consubstantielle à l'humanité. Elle ne peut être donc l'apanage de l'Occident. Chaque société, comme je le disais, a établi et perpétue librement ses mécanismes d'absorption des faits sociaux qu'il faut respecter dans la limite de l'humainement raisonnable. Par exemple, la France interdit la polygamie. Le polygame que je suis serait un hors-la-loi en France. Eh bien, si aujourd'hui, dans notre société, le phénomène dont je viens de parler n'est pas accepté, il est toléré. Et le plus grand danger que peuvent encourir les membres de ces communautés, c'est la propagande qu'on veut nous imposer. Parce que depuis l'aube des temps jusqu'à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n'y a jamais eu de persécution, ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique. Jamais eu de persécution contre ces communautés. Chaque peuple a connu ces phénomènes au point de lui trouver des concordances sémantiques. Ici au Sénégal, on dit Góor Jigéen. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est parce que ça existe. Mais nous l'avons géré et nous continuerons de le gérer à notre façon et selon nos réalités socioculturelles. Et c'est pourquoi nous disons que sur ces considérations, nous appelons le monde occidental à faire preuve pour une fois de retenue, de respect, de réciprocité et de tolérance. J'entends souvent, quand il y a des problèmes en France, les officiels disent c'est à notre mode de vie qu'on s'est attaqué. Quand il y a des kamikazes qui posent des bombes, ce que nous dénonçons tous et tout le temps, le discours c'est que ces illuminés s'attaquent à notre mode de vie. Eh bien, nous aussi, nous avons un mode de vie. Le mode de vie ne peut pas être uniforme et universel. Il doit souffrir de quelques exceptions, ça et là. Et c'est pourquoi je conclurai par dire que sur ce phénomène particulièrement, le Sénégal et beaucoup de pays africains ne peuvent accepter une quelconque velléité de leur imposer la légalisation de ce phénomène. Pour conclure, je dirais que contrairement à une opinion qui est de plus en plus répandue, je suis optimiste pour l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Je suis optimiste pour l'avenir des relations entre la France et l'Afrique et le Sénégal. Mais pour que cela se fasse, nous souhaitons au peuple français et pour le peuple français que des voix comme celle de M. Jean-Luc Mélenchon soient entendues. Qu'un discours éclairé, réaliste, qui tienne compte des évolutions remarquables de ces dernières décennies et qui marque un tournant que seule l'élite européenne ne comprend pas encore, il est important que ce discours soit entendu. Je ne suis pas en train de m'immiscer dans la politique intérieure française. J'ai la réputation d'avoir pu élire des maires et des députés et un président de la République au Sénégal. J'ose espérer, c'est exagéré, je n'ai élu personne, c'est le fruit d'un travail collectif acharné. Mais j'ose espérer que cette prédiction se réalise lors des prochaines élections présidentielles en France en 2027 et que les insoumis puissent être nos correspondants à partir de ce moment pour qu'ensemble nous puissions faire les pas importants que nous devons faire. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre patience. Merci, Monsieur le Président, de me donner l'occasion de dire encore quelques mots. Mais je ne serais pas l'homme que je suis si je ne répondais pas franchement et directement
aux questions qui ont été soulevées par le président. Je voudrais vous dire sur des sujets qui m'ont paru être délicats pour vous. En ce qui concerne la présence militaire des Français, que j'ai toujours plaidé sur une ligne constante, et j'y pense concernant le Mali, que les pays appartiennent à ceux qui les occupent et que, dès lors, s'il y avait un gouvernement insoumis en France et que le Sénégal vienne à réclamer que les troupes françaises s'en retirent, eh bien, évidemment, nous appliquerions les décisions du peuple souverain sénégalais. Notre intention, en quelque sujet que ce soit, ne passe jamais par la force. Et les relations bilatérales doivent être toujours des relations consenties mutuellement. C'est pourquoi, vous ayant répondu avec la plus grande franchise sur la question de la présence militaire, et en vous rappelant que si je suis capable de faire la critique de mon pays lorsque je lui reproche d'être resté pendant 9 ans au Mali sans qu'on en ait discuté à l'Assemblée nationale française, ma pensée ne se dissocie pas un seul instant de ceux de mes compatriotes qui, obéissant aux ordres qui leur étaient donnés, se sont sacrifiés dans cette aventure, que je considère en effet comme une aventure. Ensuite, je veux vous dire avec la même franchise que la question de la monnaie doit se régler bien évidemment par les pays africains eux-mêmes et que nous n'aurions aucune intention de nous mêler dans définir la valeur pour quelque pays que ce soit. Mais nous savons, et c'est là qu'il faut réfléchir plus profondément, qu'en oubliant que nous sommes bien sûr les représentants de nations et des peuples amoureux de notre propre histoire, mais que nous sommes aussi unis par des causes communes. S'il y a une monnaie qui est gagée sur une monnaie européenne, ce n'est pas seulement parce que ça faisait les affaires des Européens, mais aussi parce que ça faisait les affaires d'un certain nombre des élites africaines qui y trouvaient la garantie que leurs biens seraient protégés par leurs maîtres. Enfin, je veux vous dire avec la plus grande netteté, par respect pour mes compatriotes, je suis un homme absolument et radicalement engagé sur un point, et je veux vous remercier de l'aborder aussi franchement, Président. Parce que si on ne peut pas se parler de franchement, alors on ne se parle pas. C'est une comédie. Nous venons de dire sur quoi nous sommes d'accord. Je crois que vous l'avez entendu. Vous venez de dire sur quoi nous sommes en désaccord. Je vous le confirme. En effet, je suis le premier législateur français qui ait déposé un texte de loi à propos de la la possibilité du mariage homosexuel. Je suis, si vous voulez le savoir, hétérosexuel. Mais j'ai pensé que cette liberté d'amour devait être ouverte à tous ceux qui voulaient en bénéficier. Et c'est pourquoi je vous dis, les yeux dans les yeux, que j'assume la position politique que j'ai voulu. Et je ne chercherai pas à vous l'imposer. Mais il est inutile de parer cette divergence d'une divergence qui viendrait entre les nations. Car chez nous, c'est les pires réactionnaires et les pires racistes qui se sont opposés à cette disposition légale. Tant et si bien que je l'assume et je vous dis que je sais que dans mon pays, elle fut controversée. Et nous l'avons réglée comment? Comment l'avons-nous réglée? En votant. Eh bien, peut-être qu'un jour vous-même vous voterez, et alors, votre décision... Mais j'entends, peut-être que non. Mais votre décision... Mais vous ferez bien comme vous voulez, et moi aussi. Vous ferez bien comme vous voulez, et nous aussi. Mais si nous partons de l'idée qu'en effet, chacun ayant sa culture, ses traditions, nous devrions toutes les regarder du même œil, alors je dois aussi vous dire que je ne suis pas d'accord. Bien sûr, pour terminer sur le sujet, je sais que les Français n'ont pas trop de leçons à donner sur la polygamie pour ce qui concerne les pratiques présidentielles. Mais il n'empêche que vous ne pouvez m'empêcher de penser, pour moi, pour mes compatriotes, que nous n'y sommes pas favorables. Et je vous le redis,
il n'y aura pas non plus de concession intellectuelle de ma part sur ce sujet avec vous, comme vous n'en avez pas avec moi. Je l'ai entendu assez clairement pour que je puisse m'autoriser de la même franchise avec vous. Voilà, mesdames, messieurs. Et je vous demande de prendre un instant de recul. Écoutez-moi. Nous venons à cet instant de faire une démonstration. Et vous venez d'en faire une. On peut dialoguer et ne pas être d'accord. On peut dialoguer et être d'accord. Et la révolution citoyenne sénégalaise m'a accepté venant ici à l'invitation du PASTEF, sachant quel homme je suis et quelles valeurs je porte. Et vous m'avez écouté avec bienveillance. Vous venez d'entendre mon désaccord radical sur une question. Eh bien, il nous faudra vivre avec. En tout cas, je veux vous dire mon bonheur de vous avoir rencontré et de penser que vous êtes la jeunesse du monde. Merci. Nous voici donc au terme de notre agréable journée. Et ce que je retiens, c'est ce que le président Mélenchon a dit. Qu'il est possible de dialoguer de tout, de constater nos désaccords et de capitaliser sur nos convergences. Et c'est là où le bas blesse, malheureusement. Nous vous concédons votre désaccord sur la polygamie. Ce qui ne nous empêchera pas de débarquer à Paris avec les deux dames. Et nous n'avons pas la prétention de nous prononcer ou d'interférer sur votre liberté de légiférer, soit pour ou contre un phénomène. Mais là où le bas blesse, c'est que, dans le sens inverse, on veut nous refuser ce droit, nous, sur les aspects où on est en désaccord, de légiférer ou de ne pas légiférer. Et c'est ça l'intolérance, justement. Et c'est ça que nous n'acceptons plus. Je vous remercie.